Αμερική. Ας την ακούσουμε. Madame Christaki, bienvenue en Grèce avec un nom grec. Je ne sais pas si c'est d'origine. Vous avez une origine grecque peut-être? Par alliance seulement. Ah, c'est très bien. Mais vous, un nom grec qui vient en Grèce, à l'Institut français, pour nous montrer des tableaux, des hologrammes vraiment remarquables qui viennent de Paris, du musée de l'holographie à Paris, duquel vous êtes la directrice. Comment vous avez commencé à vous en occuper avec l'holographie? Eh bien, quand et comment? Le musée de l'holographie vient de fêter ses 8 ans il y a quelques mois, donc déjà voyez, il y a 8 ans. Pas hier. Et avant le musée de l'holographie, nous avions organisé une grande exposition d'hologrammes qui se situait déjà au Forum des Halles. Et un petit peu avant, quelques années avant, une association culturelle qui s'occupait de réunir un comité international, un parrainage scientifique et de réaliser des stages pour le grand public. Bon. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le musée de l'holographie à Paris? Il y a tout ce qu'on voit ici, il y a d'autres choses aussi qu'on ne voit pas peut-être? Oui, mais je pense que si on visite cette exposition, on a vraiment un très bel échantillonnage de ce qu'on peut voir au musée de l'holographie à Paris, parce que nous avons déplacé ici des pièces qui d'habitude ne quittent jamais Paris, telles que le sabre de Napoléon et le bâton du maréchal Davout, par exemple, qui sont des pièces de notre patrimoine culturel. Cette Vénus de Milo, tournée au Louvre, quelque chose de fabuleux et que nous avons tenu justement à porter ici à Athènes, puisque c'est un si vous voulez, vous serez gentil, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, avoir la Vénus de Milo de 3 côtés. Eh bien, cette comment Vénus... il faut la voir? Expliquez-nous. Pour la voir, il faut vous déplacer devant elle, tout simplement, et vous la contournez sous tous les angles, puisque vous la voyez sur 360 degrés. Et là, vous refaites avec la caméra exactement le mouvement que nous avons fait au départ au musée du Louvre quand nous avons filmé cette Vénus. Nous l'avons contournée avec la caméra placée Saint-Travelling sous tous les angles et après retravailler ce film au synthétiseur laser, image par image. Et de chaque image du film, on tire un hologramme qui est en fait une fine bande compressée. Chaque petite strie noire que vous voyez, là autour de ces cylindres, est en fait un hologramme. Bon. Alors, Madame Christaki, à part les applications de l'art, de l'holographie, que vous appliquez dans le musée de l'holographie à Paris, il y a quelque chose que vous appliquez en plus, encore? Disons que les applications artistiques ne sont pas les seules en ce qui concerne l'imagerie holographique, qui concerne aussi la publicité, que ce soit des grands hologrammes spectaculaires utilisés par des sociétés pour leur image de marque, ou plus récemment une nouvelle technologie d'hologrammes estampés. Ça veut dire? Les hologrammes un petit peu comme des hologrammes imprimés, si vous voulez. Oui. C'est un procédé totalement mécanisé qui permet des tirages en très grande série. Ce qui est très intéressant, à des coûts très bas, bien entendu. Ça, c'est le secteur de l'imagerie. Il y a le secteur des contrôles non destructifs, puisque l'hologramme étant fidèle au micron près à un objet enregistré, on peut contrôler la structure interne des matériaux de façon à contrôler les défauts. Ah oui. Et sur le point de vue d'industrie ou de scientifique, je ne sais pas si vous appliquez quelque chose dans le musée de l'holographie. Si vous faites des recherches, je veux dire. Nous faisons de la recherche appliquée seulement, nous ne faisons pas de recherche fondamentale, ça c'est réservé aux instituts de recherche. Il y a pas mal de laboratoires à Paris, je crois, qui font des recherches sur l'holographie. Il y a assez peu de laboratoires dans le monde sur l'holographie encore, mais cela commence. On assiste vraiment à l'émergence d'un nouveau média, d'un nouveau moyen de communication visuelle. Tous les champs, pas tous, mais parce que par exemple en extérieur, pour le moment, on ne peut pas encore faire d'hologramme, mais la plupart des champs d'application de la photographie peuvent être couverts par l'holographie. Donc vous imaginez des bouchées immenses. Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant, vous serez sans doute, de ce qui se passe en Amérique, au-delà de l'Atlantique? Bien sûr. Alors, aux États-Unis, on s'intéresse surtout aux hologrammes estampés, c'est-à-dire imprimés, parce que vous savez, les Américains sont très pragmatiques et c'est là-dedans qu'il y a actuellement de l'argent à gagner. Qu'est-ce qu'on attend de l'holographie, selon vous, dans les années qui viennent, qui arrivent? L'holographie va petit à petit prendre sa place à côté de nos autres médias visuels. Elle ne remplacera pas la photographie, bien sûr, mais ni la peinture, c'est un autre média à part. Et quelles sont les réactions des gens qui visitent le musée de l'holographie à Paris?
il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et quelles sont les réactions? La première fois qu'on rencontre la vision d'un hologramme, effectivement, tout le monde réagit de la même façon et cette image impalpable, on a envie de la toucher. Ouais. L'hologramme, c'est vraiment le double parfait de l'objet. Ici, devant nous, nous avons cette sculpture de Victoire de Samothrace. Quand nous montons un tout petit peu jusqu'à l'hologramme qui représente cette victoire, nous pouvons également la contourner sous tous les angles. Ouais. Mais lorsque nous voulons la toucher, la main ne rencontre que le vide. Ouais. C'est une sculpture de lumière. Oui, ici aussi, dans cette exposition, il y avait des gens qui regardaient le tableau, ils ne voyaient rien, et puis ils se bougeaient un peu, et ils avaient une surprise. On a vraiment vu ça. C'est vrai que l'hologramme, c'est une image qui est encore un petit peu difficile à percevoir quelquefois. Et il faut la chercher. C'est un petit peu comme les anamorphoses qu'on faisait autrefois, vous savez. Et ces images difficiles à percevoir sont peut-être plus facilement mémorisables après. Ouais. De même, les sociologues ont pensé que peut-être la frustration engendrée par le fait de ne pas pouvoir toucher cette image qui nous accueille, qu'on a vraiment l'impression, le microscope qui est en face de nous, on a vraiment l'impression qu'il est là, palpable. Et lorsque nous l'approchons, plus rien. Imaginez que vous soyez un publicitaire, que vous vendiez une bouteille, vous présentiez du vin ou de l'alcool. Lorsque vous allez au magasin, peut-être vous aurez tendance à prendre plus volontiers la bouteille qui a été présentée en hologramme. Et les sociologues ont travaillé un peu là-dessus. Nous attendons les holoclipses. Ah, les holoclipses, nous avons réalisé une série d'hologrammes sonorisés de vedettes de la chanson. C'était pour le festival du vidéoclip à Saint-Tropez il y a 4 ans. Et qu'est-ce que ça donne, l'holoclip? L'holoclip, c'est tout bêtement un hologramme tel que ceux que vous avez derrière vous, qui présente une petite séquence animée d'un artiste pendant une dizaine de secondes, avec la musique qui est à l'intérieur de l'hologramme. Et vous croyez que le cinéma holographique arrive bientôt? Ah, le cinéma holographique, effectivement, c'est une des perspectives d'avenir de l'holographie. Actuellement, nous en sommes encore au stade expérimental. Nous avons coproduit avec un institut de recherche français le premier film de fiction sur le thème de La Belle et la Bête. C'est très très court, hein. C'est un film dans le sens où on a des images qui défilent avec des personnages derrière ce support, mais ce film dure 1 minute et demie. Ah oui, c'est vraiment expérimental et à l'heure actuelle visible par un seul spectateur. Je vous remercie, Madame. Merci à vous.